Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler hémorragie et plus précisément je vais vous parler de 7 choses importantes, voire très importantes à savoir et à connaître avant donc de pratiquer différentes actions, différentes techniques, différents moyens autour donc du contrôle de l'hémorragie. L'hémorragie via donc les garrots principalement, on va voir d'autres choses rapidement, mais ce sont des choses auxquelles la plupart des civils et des gens donc lambda pensent que ça n'arrive qu'aux militaires sur le terrain ou qu'aux forces de l'ordre, notamment donc policiers et autres. Alors c'est une chose qui est fausse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi bien dans un endroit de la vie de tous les jours en ville. On en a vu pour exemple le Bataclan, c'est-à-dire d'aller voir un concert et puis d'avoir un attentat, un acte de terrorisme. D'ailleurs, donc le garrot a sauvé beaucoup de vies ce jour-là. Et tout simplement en nature, c'est-à-dire lors de vos expéditions, loisirs, de faire une mauvaise chute, de mal vous réceptionner et de tomber sur, ça peut être une branche d'arbre, ça peut être sur un rocher, ça peut être de différentes manières. Et de là, donc, boum, une mauvaise ouverture sur une partie du corps et cela crée donc une hémorragie. Donc on va voir tout ça un petit peu ensemble et c'est parti, je me rapproche de la caméra et je vous explique un petit peu de quoi il en retourne. L'idée c'est pas de vous faire un cours sur le secourisme, c'est de vous donner des clés de base et des choses très importantes à ne pas faire pour ne pas aggraver en fait là où les situations dans lesquelles vous serez, je l'espère, jamais confrontés. Donc, première chose, toute simple, on va commencer par les garrots. Donc le garrot, le fameux, la fameuse situation auquel vous allez pouvoir faire un garrot avec un foulard, avec votre ceinture, avec un strap, tout ce genre de choses-là, le strap que vous apprenez via la Croix-Rouge ou ce genre de situation-là, sont totalement caduques, obsolètes, fausses. En gros, c'est de la merde. Je vous le dis honnêtement, je vous le dis tel que je le pense, pas parce que c'est moi qui le dis, parce que ça a été vu sur différentes situations. Ce ne sont pas des choses qui sont réalisables. C'est-à-dire que ça peut marcher dans les films, dans la vraie vie, dans la réalité, les choses sont tout autres. En gros, si vous voulez, la seule chose qui peut éventuellement marcher, c'est effectivement on va dire un foulard bien serré avec un stylo, par exemple au niveau de l'avant-bras, pour une petite hémorragie et pour un petit gabarit vis-à-vis donc de la personne. Je parle au terme de morphologie. C'est la seule chose éventuellement qui peut marcher. Le reste, ça ne marchera pas. Et encore moins sur une jambe. Une jambe, il faut savoir qu'il faut vraiment quelque chose de très important pour serrer la jambe. Et qu'en plus de ça, on va en parler après, il vous faudra notamment sur certains individus 2 garrots pour vraiment arrêter le saignement d'une jambe. Donc le truc du stylo et de la ceinture, vous oubliez, ça ne marchera pas. Deuxième chose, la pose d'un garrot. Un garrot ne doit pas être enlevé une fois qu'il a été posé. Vous pouvez le retirer ou le desserrer jusqu'à 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, votre garrot ne peut pas être enlevé sous aucun prétexte. Si vous enlevez votre garrot après 20 minutes ou vous le desserrez, le problème c'est qu'en fait, on va avoir les toxines qui ont été accumulées qui vont se propager dans le corps et là donc ça risque d'être mortel. Donc il ne faut surtout pas retirer de garrot après 20 minutes. Ça, c'est la première règle qu'il y a dans ce point numéro 2. Le petit bis que je vais vous apporter, c'est aussi comprendre qu'un garrot, alors déjà, évitez de le serrer et de le mettre au niveau du tibia péroné, c'est-à-dire éviter de serrer au niveau de l'os, sinon ça va écraser l'os et ça va être vraiment extrêmement douloureux pour la personne. Et surtout, il faut comprendre qu'en fait, passé le délai en fait, de 20 minutes, vous allez pouvoir garder le garrot pendant à peu près 2 heures, jusqu'à 2 heures. Au-delà de 2 heures, ce qui va se passer, c'est que vous avez un risque que vous perdiez en fait le membre. Alors quand je dis vous le perdiez, c'est-à-dire que vous avez une paralysie du membre. Ensuite, au-delà de 4 à 6 heures, ce qui se passe, c'est que la partie, donc le membre sur lequel vous avez posé donc, le garrot, là, a un risque de nécrose, donc de gangrène, et donc de perte du membre total, voire la mort. Alors, troisième point, l'idée, c'est en fait d'avoir plusieurs garrots tourniquets sur soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, premièrement, l'idée, ce serait que vous puissiez avoir donc, un garrot tourniquet. Je vais vous montrer un petit peu les différents garrots après pour que vous puissiez comprendre de ce dont je parle quand je mentionne le nom tourniquet. Donc le garrot tourniquet, c'est un garrot assez conventionnel que vous retrouverez partout. Donc le garrot, ce serait bien, voire recommandé, de toujours en avoir un sur vous.
Alors, sur vous, quand je dis sur vous, déjà ça prend pas de place, donc ça peut rentrer dans un sac à main pour les femmes. Et pour les hommes, ça peut rentrer dans une poche, ça peut être dans un petit sac de sport. Quand vous allez justement à la salle de sport, ça peut être quand vous allez justement lors de vos campings, avoir toujours un garrot avec vous. C'est vraiment l'idéal. Ça peut vous sauver, ça peut sauver un de vos amis, un de vos proches, etc. Maintenant, si vraiment vous êtes dans un endroit au risque ou un endroit auquel vous êtes susceptible d'avoir différents dangers, avoir 2 garrots sur soi est encore mieux. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fait d'avoir 2 garrots pour les jambes. C'est-à-dire que par rapport à la morphologie de certaines personnes, des fois avoir simplement un garrot, donc de poser un garrot sur la jambe, ça ne sera pas suffisant. Ça va continuer à pisser. Donc il faudra poser un 2e garrot. Donc les garrots, donc ça c'est une trousse de survie militaire que j'ai avec moi. Je vais vous montrer donc en fait juste rapidement différents types de garrots qu'on appelle des garrots tourniquets. Alors pourquoi des garrots tourniquets? Parce qu'en fait il y a justement ici cette petite branche auquel on va venir tourner, d'où son nom tourniquet. Donc là c'est un garrot tourniquet de la marque 4 qui est considéré comme l'un des meilleurs garrots tourniquets, donc très bon marché, et qui est très simple donc à poser. Il suffit simplement donc de retirer le scratch et ensuite donc soit passer à travers la jambe ou à travers le membre, peu importe comment vous l'avez, sinon tout simplement d'ouvrir et de passer autour. D'accord? Une fois que vous l'avez autour, simplement vous venez hop serrer. Voilà. L'idée ici c'est pas de vous apprendre à faire un garrot. Rapidement, qu'est-ce que je fais? Je viens tourner en fait selon différents tours qui vont être nécessaires par rapport à l'hémorragie que j'ai. Ensuite, je vais venir le bloquer dans la section ici. Je vais revenir refermer avec le scratch ici. J'ai un autre petit scratch ici de couleur grise auquel on va refermer par-dessus, qui est en fait tout simplement la sécurité. Et avec un stylo, je vais marquer le temps, c'est-à-dire l'heure à laquelle j'ai posé le garrot, qui va être nécessaire pour les secours. D'accord? Si vous n'avez pas la possibilité de l'écrire là, vous pouvez l'écrire sur le front. Donc, celui-ci, garrot tourniquet, donc de couleur noire, comme vous avez pu le voir. Pourquoi ici j'en ai un orange couleur fluo? Bien, c'est pour que ça se voie dans la nuit, tout simplement. Parce que, au même titre que pour les gants que vous mettez donc les gants stériles, et bien donc je ne sais plus la matière que c'est pas du plastique, ce sont des gants en latex, je crois que c'est du latex, pas dire de bêtises, il me semble que c'est du latex. Donc les gants latex que vous avez de couleur noire ou blanche, ça pose problème en fait avec le sang. Alors couleur blanche c'est bien mieux, mais noir avec le sang ça se voit pas en fait. Donc c'est pour ça qu'on propose pour les chirurgiens mais également pour les secouristes maintenant, donc des gants latex de couleur bleue afin qu'on puisse bien voir le sang, d'accord, et également pour que ça puisse se voir la nuit. Donc voilà, donc c'est la même chose pour le garrot. Donc en gros c'est les deux mêmes types de garrots, mais un qui est de couleur noire, l'autre qui est couleur orange fluo, donc avec le fameux tourniquet. Ensuite, vous avez d'autres types de garrots, comme les RMT par exemple, que je porte sur moi en guise de ceinture, donc en dessous du ceinturon, ici. Voilà. Donc pareil, c'est un garrot qui est lui un peu différent, qui est très simple et qui a été conçu et amélioré donc par l'armée, par les militaires, afin que ce soit très simple à mettre, qu'on puisse également le mettre seul, même si l'autre on peut également, mais celui-là de manière beaucoup plus facile. Rapidement, c'est le même principe, donc soit je passe par-dessus, ou soit directement je viens ouvrir et fermer. Bref, donc là il était déjà ouvert. Hop, donc je viens en fait fermer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir le fameux tourniquet auquel on vient tourner, j'ai un clip ici et qui va me permettre en fait de serrer tout simplement. Ensuite,
Donc une fois que vous avez pris conscience de ces différents tourniquets, eh bien donc il faut comprendre que quand vous avez posé un garrot, en fait, tout simplement, je simule comme quoi je l'ai tourné, admettons, eh bien ce qui va se passer, c'est que si ça continue à pisser, je vais devoir en fait poser un deuxième garrot au-dessus. Voilà. Alors des fois ça peut être en dessous selon l'endroit si c'est vraiment trop au niveau de l'aine, mais là dans ce contexte-ci, je vais le poser au-dessus, d'accord? Et du coup ça va apporter donc une pression, une compression supplémentaire et qui normalement pourra donc arrêter l'hémorragie. Voilà, donc pour le troisième point, il faut retenir que si vous posez un garrot sur quelqu'un qui est assez corpulent, qui a une grosse cuisse et qui s'avère que vous n'avez pas réussi à arrêter l'hémorragie et que vous n'avez qu'un garrot, eh bien, s'il vous plaît, ne vous en voulez pas, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas de votre faute sur le fait que vous êtes tout simplement limité et donc par conséquent, essayez d'avoir une compression maximale, essayez de resserrer davantage. Si ça continue à pisser, vous pouvez malheureusement pas faire grand chose. Il faudrait un deuxième garrot. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait quand vous partez en binôme, le mieux c'est que vous ayez chacun un garrot avec vous. Déjà en premier lieu pour se soigner vous-même et ensuite pour soigner donc, pour secourir donc le camarade en question. Comme ça vous avez deux garrots avec vous. Pour ce qui est du quatrième point, on va rentrer maintenant sur la partie méchage. Donc la partie garrot, c'est terminé. Maintenant, la partie méchage, qui reste bien sûr une partie très importante, primordiale dans l'arrêt des hémorragies, donc dans le contrôle hémorragique. Ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois ce qu'on vous divulgue dans les films, il y a souvent une part de vérité et il y a souvent des choses qui sont légèrement exagérées ou qui ne sont pas forcément approfondies plus que ça, parce que ça reste un film. Autant, selon les réalisateurs, vous avez des détails vraiment croustillants et pertinents sur certaines choses, dont la plupart des gens ne vont pas faire vraiment gaffe, et autant il y a des choses auxquelles ça paraît assez banal et pourtant c'est un peu plus compliqué que ça. Quand vous approfondissez un petit peu en fait le sujet et la manière, la méthodologie donc de faire vis-à-vis de spécialistes ou de professionnels du sujet en question. Donc pour ce point, le quatrième point, c'est la fameuse idée du tampon. Vous savez, le tampon donc, utilisé par les femmes. Alors, le tampon, c'est une idée qui est vraie et fausse. C'est-à-dire que, clairement, vous avez utilisé un tampon pour une hémorragie, c'est faux. C'est-à-dire que simplement de poser le tampon en espérant que ça vienne donc imbiber le tampon et que ça va arrêter l'hémorragie, là, on est clairement dans un film. Là où c'est vrai, par contre, c'est qu'effectivement, en termes de système B, ça peut fonctionner, mais c'est en fait la manière dont vous allez le faire, donc la méthodologie et surtout le nombre de tampons que vous avez avec vous. Pour vous donner un ordre d'idée, une blessure par balle, au minimum, il va vous falloir à peu près, en général, on introduit sur le champ de bataille 3 tampons pour une blessure par balle, une petite blessure par balle. Donc c'est minimum 3 tampons qu'on vient bourrer, auxquels ensuite on applique une compression. En sachant que ce qui fait 80% du boulot, c'est la compression. Je répète, 80% du travail, c'est la compression que vous mettez. 20% restant, c'est en fait le type de matériel. Donc la compression en fait est très importante. D'accord? Donc vous voyez 3 tampons pour juste une blessure par balle. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée à peu près. Donc l'histoire du tampon, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai si vous en avez plusieurs sur vous, avec juste un tampon, vous n'allez pas aller loin. Et surtout, avoir en tête que c'est pas juste je laisse un tampon ou encore même je laisse, je sais pas moi, des torchons, des vêtements, un t-shirt et je laisse comme ça et ça va arrêter l'hémorragie. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas meilleur moyen de tuer une personne en simplement empilant des draps les uns sur les autres ou voire même des compresses les unes sur les autres et laisser petit à petit imbibées l'une après l'autre, c'est-à-dire qu'en fait la personne a une grosse hémorragie, elle saigne, vous posez une serviette, puis une compresse ou peu importe, puis vous en remettez une, puis une, et ça s'imbibe, et à chaque fois ça s'imbibe, et en fait il n'y a pas meilleur moyen de vider le sang d'une personne comme ça. D'accord, vous allez la tuer clairement. En fait, elle va se vider de son sang petit à petit, tout le linge va imbiber le sang de la personne. D'accord, ce qu'on veut, c'est une compression importante qui va maintenir justement et qui va faire en sorte de créer en fait petit à petit une hémostase. D'accord, c'est ça qu'on recherche.
Pour le 5e point, on va venir parler des pansements hémostatiques. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance de la compression, notamment sur le méchage. Eh bien, pour donner un ordre d'idée, sur un méchage classique, pour que le sang puisse donc coaguler, l'idée d'avoir une compression satisfaisante, au minimum, c'est 3 minutes. 3 minutes qui peuvent s'étaler jusqu'à 10-15 minutes selon donc, le temps nécessaire que les secours puissent arriver. Il existe heureusement pour cela donc, des pansements beaucoup plus efficaces en termes de temps et en termes, donc, comme je viens de le dire, d'efficacité pour avoir une bonne coagulation du sang beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on appelle justement donc, les pansements hémostatiques. On va venir parler de 2 pansements que j'ai ici justement. Donc, notamment ici, ces 2 pansements présents. Donc un qui va comporter du kaolin. En fait, ces 2 pansements sont tous les 2 des pansements hémostatiques qui ont le même but, le même rôle, mais qui vont avoir tous les 2 des substances différentes. Donc celui-ci, comme je viens de le dire, du kaolin, et celui-ci qui va comporter de la chitine. Alors, quelle est la différence entre les deux? Les deux, encore une fois, ont le même rôle, c'est de venir tout simplement donc, coaguler en fait, le sang, de créer un caillot, afin donc d'arrêter l'hémorragie le plus rapidement possible en quelques minutes, pour pas dire quelques secondes. C'est stérile, c'est résistant à l'eau et ça ne chauffe pas. Par contre, par rapport l'un à l'autre, notamment donc le blanc ici c'est le Woundglot. Le Woundglot qui veut dire je crois quelque chose comme caillotage rapide, eh bien en fait celui-ci comportant donc du kaolin va avoir un petit défaut. Il y a un petit bémol par rapport vis-à-vis donc de l'autre avec la chitine, c'est qu'en fait celui-ci va avoir un problème de thermie. C'est-à-dire qu'en fait si votre patient, mais on va dire si la personne en question est en hypothermie, eh bien en fait la coagulation ne va pas se faire. Alors que celui avec la chitine, le problème de thermie n'est justement pas un problème. Ça va coaguler correctement. Donc dans ce cas-là, première chose à faire, c'est de travailler sur l'hypothermie de la personne. Alors plus précisément, c'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement extérieur où il fait froid, eh bien l'idée ce serait de rentrer la personne au chaud afin qu'elle puisse se réchauffer et ensuite de travailler sur l'hémorragie. Alors je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'une hémorragie ça peut aller très vite selon le type d'hémorragie. Bref, c'est pour ça que ça j'aime bien, mais je vais l'utiliser quand je suis dans une région beaucoup plus aride, beaucoup plus... en gros il fait plus chaud, hein. Voilà pour les 2 différents types donc, de pansements hémostatiques. À ne pas confondre avec les coussins hémostatiques, ce n'est pas la même chose. Il y a un amalgame par rapport à ça en France, c'est-à-dire ce genre de choses là, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, donc comme il est écrit ici, je crois, voilà, coussin hémostatique d'urgence pour arrêter par compression les saignements importants. Ça c'est bien pour des petites hémorragies, des petites plaies, au même titre que, pour moi en fait en gros c'est le coussin hémostatique. Alors on mentionne hémostatique dedans parce qu'il y a le mot hémostase. Hémostatique veut dire en fait qu'on arrête, qu'il y a un arrêt de saignement. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, c'est toujours une histoire de compression, d'accord? Donc pour moi c'est un coussin et un pansement compressif au même titre que les pansements compressifs type ici israélien. Alors ceux-là ce sont les plus efficaces, les plus polyvalents. Pourquoi polyvalents? Parce que ça permet en fait de venir travailler sur différentes zones du corps et notamment les zones qu'on n'aurait pas accès avec un garrot conventionnel. Je pense notamment au niveau des aisselles, au niveau des parties linguinales et au niveau du cou. D'accord? Donc c'est quelque chose de très efficace, très utilisé chez les militaires américains, israéliens, de l'Est, que ce soit Pologne, République tchèque, Serbie, etc. Voilà, c'est quelque chose de très courant dans le milieu donc, du secourisme. D'accord? Donc voilà pour les pansements hémostatiques. Dernière petite chose et précision avant de passer au 6e point, je me dis peut-être que ça peut être un plus pour vous, ça peut être pertinent de vous en parler. J'ai hésité, je me suis dit bon ça sert à rien, je vais skipper et passer au 6e point. Écoutez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Ce qu'il faut comprendre à travers ces 2 différents produits, ces 2 différents pansements hémostatiques. Je vous disais tout à l'heure que l'un possédait donc du kaolin et l'autre possédait donc de la chitine. Alors le kaolin c'est quoi? C'est tout simplement de l'argile blanche, ni plus ni moins, d'accord? Par rapport ici à la chitine, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, depuis un petit moment, là, quelques mois, ça fait débat vis-à-vis en fait des farines, des différentes farines
qui sont proposés via les insectes, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Il y a beaucoup d'amalgames par rapport à ce sujet. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, d'autres qui sont à checker par rapport à la santé et autres. Mais dans la chitine, en elle-même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est déjà des choses que vous retrouvez à travers les, j'ai envie de dire, les compléments sportifs. Notamment, c'est un brûleur de graisse. D'accord, donc quelque chose qui est utilisé depuis longtemps. C'est quelque chose que vous retrouvez dans le monde animal. Alors certes via des insectes, mais en fait ce qui se passe c'est que dans le monde un peu arachnide, comme donc les araignées, scorpions et autres, mais également que vous retrouvez chez les céphalopodes, avec le fameux bec que vous retrouvez dans la seiche, la pieuvre, le calamar, également que vous retrouverez chez les crustacés, donc comme les crevettes, langoustes et autres, sur les coquilles, et les carapaces, pardon, et également chez les champignons. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait la chitine, son rôle en fait, c'est de venir épaissir le sang. Donc qui dit un sang beaucoup plus épais, dit une coagulation beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on recherche via cette substance, ce produit, pour faire en sorte qu'on ait un caillot de sang qui se met en place rapidement pour pouvoir donc arrêter le plus rapidement possible l'hémorragie. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a de la chitine que ça va apporter quelque chose de toxique à votre corps, loin de là. D'accord? Au niveau des dates de péremption, selon les marques, selon les produits, c'est aux alentours de 4-5 ans. Voilà. Donc je pense que ce sont des bons produits et que ce sont des choses dont on ne parle pas dans le secourisme français, auxquelles on est totalement largué. Et le peu de fois où j'ai fait des interventions, à chaque fois que je parle de ces produits-là, les gens ne connaissent pas pour la grande majorité et c'est bien dommage. Voilà, donc vous pourrez vous le procurer sur le site quand je mettrai donc les liens dans la description. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas. On passe donc au 6e point. Avant-dernier point qui est très important et je pèse mes mots car ça pourrait tuer votre camarade, c'est celui de ne jamais donner d'aspirine. Il s'avère qu'un garrot, c'est très douloureux, donc ça fait mal. Vous avez posé votre garrot sur votre camarade et il s'avère que pour soulager la douleur, bonne idée, vous dites tiens je vais lui donner de l'aspirine pour soulager ses maux. Fausse bonne idée à ne surtout pas faire. L'aspirine, alors l'aspirine, l'aspégique, tout ce genre de type de médicamentation en fait, donc qui comporte de l'aspirine, ça peut être également aussi de la motrine, tout ce qui est en fait un type de médicament qui va venir inhiber en fait la fonction plaquettaire, c'est à proscrire. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec la réaction par rapport au sang, donc quand vous ingérez en fait de l'aspirine, c'est qu'en fait ça va venir fluidifier le sang. Or c'est totalement le contraire de ce qu'on veut, puisqu'en fait on a fait un travail au préalable, on a cherché justement à obtenir une coagulation du sang, et là vous allez le fluidifier. Donc c'est non seulement contre-productif, mais en plus de ça après c'est la merde, vous ne pourrez plus rien faire. Donc en gros la personne va se vider de son sang et va mourir. Donc vous allez le tuer si vous lui donnez de l'aspégique ou de l'aspirine, d'accord? Donc surtout à ne pas faire, et qui plus est en plus si celui-ci est allergique à l'aspégique, donc à l'aspirine, eh bien vous imaginez le drame, d'accord? Mais quand bien même il ne serait pas allergique, ne surtout pas donner donc d'aspirine à une personne qui fait une hémorragie, d'accord? Donc retenez bien ce point, c'est très important. 7e et dernier point, qui est également très important, c'est celui de venir couvrir la personne. Alors bien sûr, si vous avez avec vous ce qu'il faut. Notamment, quand je parle de ce qu'il faut, c'est une petite couverture de survie qui coûte vraiment pas grand-chose, parfois moins d'1 €. Donc c'est toujours bien d'en avoir une sur soi, dans la boîte à gants de votre voiture, dans votre sac, peu importe. Donc petite couverture de survie qui va servir justement à faire en sorte que la personne puisse garder sa chaleur, garder sa thermie, puisque qui dit hémorragie dit hypothermie, risque d'hypothermie. D'accord? Alors, pour venir garder la thermie d'une personne, c'est pas simplement je déballe la couverture et je la couvre comme vous voyez dans les films, comme font parfois les pompiers qui apportent juste la couverture sur la personne. Ça, c'est juste un plus comme ça, mais ça n'a pas réellement une très grande incidence en fait, j'ai envie de dire. Réellement, si vous voulez garder la chaleur donc, de la personne, et éviter qu'elle tombe en hypothermie, c'est travailler, donc recouvrir les zones vitales. Notamment les zones vitales, c'est la tête et ensuite les organes. La tête, c'est la raison pour laquelle les nouveau-nés, on leur met un bonnet, pour garder justement la thermie du nouveau-né. Donc c'est recouvrir la tête comme une sorte de bandana,
et ensuite passer derrière le dos et recouvrir donc la partie pelvienne et la partie abdominale, afin donc de garder tout ça au chaud et que la personne donc ne tombe pas en hypothermie. Pour terminer cette vidéo, je vous donne un petit bonus. C'est tout ce qui est hémorragie au niveau de la région justement pelvienne et au niveau du bassin. Alors au niveau du bassin, justement, il existe des garrots qui sont conçus exprès. J'en ai pas ici avec moi. En plus, ils sont assez onéreux, mais qui fonctionnent à merveille et qui peuvent sauver la vie de plus d'une personne. Par contre, il y a d'autres choses que vous pouvez avoir avec vous qui coûtent peu cher et qui sont tout aussi efficaces et qui peuvent sauver la vie, votre vie ou celle de vos amis. C'est tout simplement ce qu'on appelle le duct tape. Donc le scotch adhésif qui colle énormément. Vous avez également le Gorilla Tape ou encore le crocodile, enfin peu importe les différentes appellations, les différentes marques. En tout cas, le duct tape, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de travailler sur des zones auxquelles vous ne pouvez pas poser de garrot, c'est-à-dire au niveau du cou, même s'il y a le pansement compressif israélien, si vous avez une jugulaire ou une carotide qui est explosée, que ça pisse, le pansement compressif ne sera pas suffisant. Donc en fait, le duct tape, vous faites des bandes à la maison, c'est-à-dire vous n'avez pas à ramener avec vous le gros cylindre de duct tape. Vous allez simplement dérouler en fait et aplatir et coller comme ça et faire des bandes, d'accord? Comme ça ensuite vous pouvez l'enlever facilement et le transporter partout avec vous. Donc ça, autour du cou, ça peut sauver des vies, ça s'est déjà vu plusieurs fois. J'avais avec moi un major en Légion étrangère qui était infirmier et qui m'expliquait le nombre de personnes qu'il a sauvées justement sur zone de combat en Afghanistan ou en Irak, des camarades qui se prenaient donc une balle justement dans la gorge et avec le duct tape, il a pu les maintenir le temps de les transférer de l'hélico et les emmener donc ensuite à l'hôpital. Et cela leur a sauvé la vie. Donc pareil pour la région pelvienne, etc. Par contre, il existe différents duct tape, c'est-à-dire là ici vous avez celui que vous retrouvez donc en bricolage, tout simplement. Bon, on s'en fout, concrètement, ça sauvera la vie, c'est ce qui compte. Mais vous avez également le duct tape en fait donc médical, que vous retrouvez dans certaines j'ai envie de dire, trousses de secours. J'en ai encore jamais vu en France, à part une seule, mais qui était pour des compagnies bien spécifiques. Sinon, vous retrouvez à l'étranger. Et donc, en fait, la particularité en fait de ce duct tape là, donc qui vient des États-Unis, en fait, il est stérile, mais il est également hypoallergénique et donc ça peut également apporter un petit plus. Voilà. Bon, bref, quoi qu'il en soit, que ce soit ça ou ça, dans tous les cas, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça sauvera la vie donc de votre collègue. Bref, en tout cas, pour avoir déjà discuté avec plusieurs infirmiers, plusieurs urgentistes militaires, quand je leur demandais, posais la question en fait, quel serait, si vous avez simplement un seul outil à prendre avec vous sur une île déserte, quel serait cet outil? Tout le monde m'a répondu le duct tape. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous pouvez faire plein de choses. C'est très polyvalent et en termes d'hémorragie, c'est très efficace. Voilà. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura appris plusieurs choses, qu'elle aura été suffisamment pertinente. Et puis de là, on se retrouvera donc pour d'autres vidéos similaires donc à ce sujet. Sur ce, portez-vous bien.